Sortant doucement de sa tombe, il va par les nuits les plus sombres. On a vu quelques fantômes grâce à Julien Livage. Et là, c'est pas des fantômes qu'on va voir. On va voir des crânes. Ouais. Ah, ça part bien, tiens. Parfois des crânes, parfois des squelettes, parfois des crocodiles. Quand vous vous déplacez dans l'appartement de Bill Palo, puisque c'est le collectionneur que nous avons rencontré, il faut faire attention où on met les pieds, parce qu'effectivement, on peut tomber sur des choses un peu bizarres. Bill Palo, à la base, Thierry, c'est un expert en mobilier d'art, en objets d'art. Voilà, très tôt, il se passionne pour les objets, les antiquités. C'est son papa qui lui transmet cette passion. Son papa était antiquaire. Et puis, de façon très naturelle, il va faire des études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et aujourd'hui, c'est vraiment une référence dans ce domaine du marché de l'art, du milieu de l'art. Et c'est un grand expert. Bon, alors, quand il vous invite chez lui, est-ce que vous vous attendez à découvrir ce qu'on va découvrir, nous, là, dans un instant? Moi, je m'y attendais un petit peu, mais quand on ne connaît pas Bill Palo, on ne s'y attend pas du tout. C'est vrai que c'est un univers un peu spécial, parce que ce que Bill aime, lui, c'est les cabinets de curiosité. Ses domaines de prédilection, ce sont les objets de curiosité, ce sont les têtes de mort, effectivement, ce sont les crânes, ce sont les masques, des choses un peu bizarres comme ça. Et vous allez voir qu'il a transformé son appartement en un véritable cabinet de curiosité. Ça pourrait être une collection d'un lord anglais du 19e, cette collection d'un dandy lord anglais. Regardez. Mon univers de collection, c'est de l'accumulation. C'est une boulimie, c'est une drogue. J'achète, et plus j'achète, plus j'ai envie d'acheter. Ce que j'ai voulu recréer dans cet appartement, c'est des ambiances différentes. C'est une sorte de voyage à travers les époques. C'est un peu une machine à remonter le temps. Le premier objet que j'ai acheté, c'est un masque de théâtre No. Dans l'art japonais, quand on joue au théâtre, on a des masques en fonction des personnages que l'on joue, bien sûr, en fonction de l'état dans lequel vous êtes. Et le premier, c'est un masque qui est en bois et qui est laqué, fabriqué au Japon vers 1850. Il représentait un personnage avec un sourire dur. Et puis je l'ai trouvé seul sur son mur. J'en ai acheté un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et aujourd'hui, je dois en avoir à peu près 150. En France, j'ai la plus grosse collection de têtes de mort. Ouais. Des têtes de mort qui datent du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. C'est des objets qui ont vécu. C'est-à-dire que quand le mort est mort, sa tête de mort, elle a continué de vivre. C'est les peuplades africaines ou océaniennes qui avaient ces crânes, ils les mettaient autour de leur cou, ils les mettaient en bandoulière, ils allaient chasser avec, ils allaient se battre avec, et ils le mettaient dans la maison des ancêtres, et ils se réunissaient autour du crâne. Pourquoi? Parce qu'on voulait garder la puissance de celui qui était mort. Ces crânes, ils ont toujours vécu à l'air libre, donc ils ont eu une seconde vie. Et avec moi, ils ont une troisième vie, parce qu'ils sont dans mon appartement aujourd'hui. Je sens qu'il y a un rapport avec ces objets. Par exemple, j'ai une armure de samouraï qui date de 1650, 17e siècle. Je suis persuadé que le samouraï est à l'intérieur. Quand je l'ai positionné dans mon appartement, j'ai senti qu'il y avait une présence. C'est un peu le génie protecteur dans mon appartement. Tous ces objets se répondent et se renvoient des ondes entre eux. Ils ont leurs ondes personnelles, mais ils ont aussi leurs ondes des différents possesseurs qu'ils ont eus tout au long de leur vie. Et chacun de ces possesseurs a imprimé sa marque, et sa marque, je la sens dans ces objets. Mais bon, ça veut dire que je suis un petit peu foufou, mais c'est le collectionneur fou, comme on le voit dans des films de science-fiction, qui ne sait pas s'arrêter et qui est prêt à faire un fric-frac au musée du Louvre pour voler la Joconde, voilà. Dans ma chambre, qui elle, est complètement années 70. Je dors dans un lit dessiné par le pape du design années 70, qui s'appelait Mark Held. Et puis j'ai une table qui a été exécutée par un artiste anglais qui s'appelle Alan Jones. C'est vraiment l'artiste pop. Et il a fait une série de meubles qu'il appelle SM, Sadomaso, voilà. Moi, ce que j'aime dans cette table, c'est qu'elle choque et que c'est plus une table, c'est une sculpture qui est très belle. Quand j'ai vu cette table, j'ai eu un flash, voilà. Comme la première fois que j'ai vu une tête de mort, j'ai eu un flash. Des trucs difficiles à expliquer.
une certaine malice chez Bill Palot, Ouais, quand ouais, derrière ces petites lunettes-là. On a l'impression qu'il est content, mine de rien, de provoquer un petit peu. Non, et puis ce qui est drôle, c'est que chaque objet qui est chez lui, il en connaît l'histoire, c'est lui qui l'a choisi. Ce qu'il aime par-dessus tout, Bill, c'est la patine des objets, c'est le chiffon de sa femme de ménage qui passe depuis des années, des années, des années. Je voudrais qu'on la salue. Je crois qu'ils sont deux pour faire le. On les salue et on dit bravo. Parce qu'il faut une certaine dextérité avec tout ce qu'il y a dans le. C'est un véritable musée en fait. Mais bien sûr, il y a des pièces muséales. Et d'ailleurs, Bill Palot fait visiter régulièrement son appartement parce qu'il y a des grands collectionneurs, des conservateurs de musées qui veulent voir certaines pièces et qui viennent chez lui pour le visiter. Regardez, ce que Bill Palot collectionne également, ce sont les cocofesses. Voilà, alors le cocofesse, Thierry, vous savez ce que c'est? C'est le fruit du coco de mer. Le coco de mer, c'est une variété de cocotier que l'on trouve uniquement aux Seychelles. C'est un objet naturel, il a ses formes suggestives, c'est quelque chose de très naturel, mais c'est surtout un véritable objet de curiosité qui apparaît dès le XVIe siècle dans les cabinets de curiosité. Et on se demande à l'époque ce que c'est. Ce sont les navigateurs qui ramenaient ça, qui les trouvaient dans les mers, mais personne ne sait ce que c'est. Alors on suppose plein de choses. On suppose que ça vient du fond des mers. On suppose que c'est quelque chose d'aphrodisiaque, que c'est quelque chose qui a des vertus médicinales. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle, quand on connaît un peu mieux les Seychelles, que l'on se rend compte que c'est le fruit du cocotier. Donc ça, c'est un très très bel objet. C'est protégé aujourd'hui. Si vous allez aux Seychelles, vous pouvez en acheter, mais il faut les acheter dans des magasins d'État. Et puis surtout, celui que vous allez acheter aujourd'hui n'aura pas du tout cette patine. Celui-ci, il date au moins du 19e siècle, peut-être du 18e, c'est difficile à dire, mais en tout cas, vous n'en trouverez jamais comme celui-ci parce qu'il a un poli et une patine inimitable. Et ça coûte assez cher, c'est quelque chose aujourd'hui en vente aux enchères, et il en passe en vente aux enchères. Vous achetez ça pour 3-4 000 euros. Donc c'est vraiment un objet, mais c'est un objet de valeur, c'est un très très bel objet, Thierry. Moi, je dirais cher et je pencherais pour aphrodisiaque. Si vous me le permettez. Merci beaucoup en tout cas d'être venu avec cet objet qui appartient donc à Bill Palot. Il en a une très jolie collection chez lui. Eh ben, on va saluer Bill et le remercier. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Je ne suis pas certain, Bill, que si je devais faire ma sieste chez vous, je ne suis pas certain que c'est là que je dirais. J'ai toujours refusé de dormir chez Bill Palot. Parce que vous vous réveillez, vous avez tous ces crânes qui vous regardent. C'est comme les collectionneurs de poupées, vous savez, des petites poupées. Vous savez, quand vous dormez dans une chambre avec des petites poupées. Certaines peuvent être assez effrayantes. Bon, voilà. En tout cas, merci. Merci à toutes les trois. Nathalie, vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas partie? J'attends, moi. Bon, alors on y va pour la météo. Alors la météo, on ne veut pas dire qu'elle est effrayante, mais elle n'est pas réjouissante non plus. Elle n'est